Bonjour à tous. On commence fort tout de suite avec le sondage. Pour l'instant, on est une petite quarantaine et Audrey nous a concocté un sondage d'arrivée très important puisqu'il donne là. Quel est votre film préféré avec Ben Affleck? C'est une excellente question. Je vais soumettre mon vote aussi. Voilà. Bonjour tout le monde, comme d'habitude sur la période d'accueil, je vous encourage à nous dire dans quelle ville vous êtes, comme ça nous fera voyager. Maxime ne connaît pas Ben Affleck, et ce n'est pas grave. C'était pour filer la métaphore sur, pas la métaphore, mais la phrase d'accroche qu'on avait pu mettre sur certains réseaux sociaux pour faire le parallèle entre Pearl Harbor le film, donc Pearl Harbor l'acteur, et donc ce soir c'est Loïc qui intervient et pas Ben Affleck, d'où le petit sondage en mode de clin d'œil. Et ça nous fait toujours voyager. Les Côtes d'Or. C'est très pointu entre le Val-de-Saône et le Beaujolais. Il doit faire beau aussi là-bas, un peu lyonnais. Pau 64. Voilà. Perdu dans les Vosges. On n'est jamais complètement perdu dans les Vosges, Clément. J'espère pas. T'as l'internet déjà, Clément. Donc c'est que tu n'es pas complètement perdu. Rennes. Nous on est en région parisienne, à Paris ce soir, Loïc. Absolument, on est en plein centre de Paris. Ah oui, en plein centre de Paris, clairement. Et moi un tout petit peu excentré, mais ça reste la civilisation aussi. On est une quarantaine, je pense qu'on va pas trop tarder. On va vous partager les responsables du sondage. Ah oui, William Ting dans les premiers, Pearl Harbor justement en deuxième. 6 personnes qui, ou pour la blague, ne connaissent pas Ben Affleck, Gone Girl, et 2 personnes dont moi-même pour Argo. Je suis largement minoritaire. Je vous encourage à regarder Argo sur la base de faits réels. C'est plutôt bien fichu. Et William Ting, ouais, ça a effectivement un peu vécu. Non, il peut pas à Paris. Il fait beau pour une fois. Il peut pas encore. Non, il fait lourd. Pour la météo, je pense qu'on a eu l'instant météo. Ça fera venir les gens progressivement. Bonjour au dernier. Et la petite présentation. Comme vous le voyez, ce soir, on va parler, alors avec un titre un peu accrocheur, mais tu t'en expliqueras, Loïc, un cyber Pearl Harbor est-il possible? On parlera cyberdéfense d'un point de vue macro. Loïc se présentera un peu plus de lui-même, je dirais un mot personnel, parce que j'ai le plaisir de te connaître aussi, j'allais dire, dans le privé. Les happy hour, je fais très court parce qu'il y a pas mal d'habitués ce soir, mais c'est un webinaire d'une heure, 1h30, culture numérique d'un côté, culture tech, et reconversion professionnelle, parce que ce sont les gros métiers de O'Clock. Et l'objectif, c'est d'apporter un éclairage complémentaire aux formations ou à toute personne qui s'intéresse au sujet qu'on présente sur des webinaires qui sont ouverts. Et donc, il y a une grande partie d'entre vous qui ne sont pas apprenants chez O'Clock ou anciens apprenants, mais qui s'intéressent à ce qu'on fait ou à ce que Loïc peut raconter ce soir. O'Clock, c'est une école de formation à distance en synchrone. On forme au métier de la tech, développement d'applications d'un côté, infrastructure, sécurité, cybersécurité, DevOps de l'autre. On a plein de petites choses à proposer par ailleurs, mais plutôt des formats intensifs, reconversion professionnelle. On forme 1500 personnes par an en distanciel et en synchrone. Mais ce soir, vous n'êtes pas venus entendre le pitch d'Oclock, mais plutôt les intervenants. Donc, Loïc, ton titre actuel, responsable pédagogique de la session souveraineté numérique et cyberdéfense, cybersécurité à l'IHEDN. J'ai toujours eu un doute parce qu'à la fin, on jargonnait. Donc, c'est dans ce contexte-ci que tu as eu le grand mérite d'être notre responsable pédagogique pendant que j'étais auditeur, donc la fameuse SNC4, donc la 4e promo SNC. L'IHEDN, c'est l'Institut des hautes études de défense nationale, qui est un service qui est rattaché au SGDSN, donc un service du Premier ministre, mais qui a dans l'esprit
vocation à diffuser l'esprit de défense dans la société civile. Et grosso modo, vous avez un maillage entre hauts fonctionnaires, militaires, anciens militaires et personnes de la société civile qui, pendant 1 an, vivent des aventures fantastiques. Et dans ce contexte, Loïc était mon responsable pédagogique, et si vous pouvez imaginer une sorte de troupeau de chars avec une quarantaine d'apprenants qui voguent là où ça les intéresse, c'est-à-dire où il y a à manger, où on peut se reposer, où il y a des choses intéressantes à raconter, eh bien, Loïc avait aussi la tâche délicate d'assurer le cadre pédagogique et le cadre intellectuel de notre session, et donc avec des gens qui veulent bien collaborer, mais avec des limites. Donc voilà, Loïc a eu beaucoup de mérite à nous faire accoucher de nos travaux. Et merci à lui. Et il nous fait l'amitié d'intervenir ce soir pour assurer la présentation du sujet, à savoir un cyberparle Arbour est-il possible, avec un titre un chouïa accrocheur, mais c'est aussi comme ça qu'on fait venir des gens, et tu vas t'expliquer sur toute la structuration de ce choix et le déconstruire. C'est aussi ça qui va être très intéressant. On va faire du fond de la géopolitique ce soir. Tu diras aussi d'où tu parles, hein. T'es pas un spécialiste de la cyber en tant que tel, t'es pas un technicien, c'est pas toi qui désosse. D'ailleurs, 2 indices s'affichent sur votre écran. 1, tu n'as pas de sweat à capuche, et 2, tu n'as pas de barbe. Et donc, c'est quand même 2 indices forts pour te dire que probablement tu es plus du côté lumière que back-office, et le propos sera tout aussi intéressant. Et je pense que c'est l'intérêt de ce soir. Pour le fonctionnement de la suite de l'intervention, vous avez le chat pour intervenir au fil de l'eau, faire des commentaires, etc. aussi un peu entre vous. Audrey, comme toujours, veille et surveille ce qui se raconte sur le chat, mais surtout vous avez un deuxième point d'interrogation qui permet de poser vos questions, et on y répondra dans un deuxième temps, puisqu'en fait la maîtrise du timing, c'est un sujet qui est clé dans ce type d'intervention, et Loïc déroulera toute sa démonstration. Et donc je préférerais qu'on intervienne et qu'on prenne les questions dans la foulée. Il y aura peut-être un deuxième sondage ou d'autres sondages pour animer en parallèle, mais ce qui est important, c'est ce que raconte Loïc. La semaine prochaine, l'avant-dernière de l'année, on parlera d'un sujet complètement différent, puisque on va accueillir Kevin, qui a un passé de développeur, qui est dans la reconversion, et qui a développé 14 outils qui sont visibles sur son site, un peu pour lancer son SaaS. Donc une aventure complètement différente. L'invitation est partie, vous êtes aussi les bienvenus. Et lui, il a une barbe et une capuche. Et il a une barbe et une capuche chez un développeur. Voilà, un indice s'affiche également sur votre écran. Je vais switcher les présentations juste à l'instant. Je pense que normalement, j'ai accès à la tienne. Sinon, tu repartageras ta présentation. On en a pour quelques secondes. Voilà. Ok. Et voilà, c'est toi qui as la main. Ça fonctionne. Bien. Parfait. Je me tais. À toi. Ok, merci beaucoup Cyril, et merci à vous d'être là. Un petit retour très rapide sur qui je suis. Je suis effectivement pas un technicien. Moi, je fais de la science politique, et ma spécialité d'origine, c'est la région des Balkans. Rien à voir. Encore que maintenant, on peut faire des ponts entre les deux, puisque la France a œuvré à la création d'un centre de compétences cyber dans les Balkans occidentaux, qui est à Monténégro, qui se met en route. Mais voilà, ça c'est ma spécialité d'origine, et je suis venu au cyber un peu par hasard, en étant à l'IHEDN il y a 4 ans de ça. Donc j'ai accompagné Cyril, et je n'en ai pas été tout à fait dégoûté, puisque j'ai accompagné 2 autres promotions, dont la dernière qui vient de s'achever, et avec laquelle j'achève moi aussi mon temps à l'IHEDN. Donc voilà qui je suis. Je suis effectivement responsable du titre, surtout à l'approche des Jeux Olympiques, puisque en fait les pires scénarios ont été imaginés, joués au cours d'exercices de gestion de crise par les gens en charge de la sécurité, et c'est probablement la première fois que les aspects de cybersécurité sont à ce point tout en haut
de l'agenda, des priorités des gens qui s'occupent de la sécurité des Jeux Olympiques. Donc il y a à l'évidence un enjeu très important qui est pensé à l'aune, alors c'est peut-être discutable comme approche, on verra bien, mais qui est pensé à l'aune de qu'est-ce qui peut nous arriver de pire. Voilà. Donc moi je vais m'efforcer évidemment de déconstruire ce titre. D'abord parce que c'est évidemment impossible de répondre avec certitude à cette question stricto sensu, au regard des informations dont on dispose, qui sont protéiformes et mouvantes. Et ensuite parce qu'on peut mettre beaucoup de choses derrière cette formule, ou une autre formule qui est celle de Cyber 11 septembre, qu'on entend aussi assez souvent. Donc on va voir que ce qui est intéressant ici, ce sont l'histoire et les fonctions de cette formule, en particulier dans le débat aux États-Unis, et ça renvoie à quelque chose qui s'appelle la cyber doom rhétorique, c'est-à-dire le fait que vous voyez l'idée de doom, c'est l'effondrement, la catastrophe, et donc il y a le débat en matière de cybersécurité aux États-Unis qui vient nourrir ensuite les débats qu'on peut avoir entre nous, s'articule beaucoup autour de ces formulations-là, de ces métaphores. Donc c'est le chemin que je vais vous proposer d'emprunter ce soir en 4 temps. Oui, c'est un plan pratiquement très Sciences Po, même si d'habitude à Sciences Po on en fait que 3, moi j'en fais 4. C'est mon côté original. D'abord, alors si tu peux peut-être remettre, voilà, merci. Donc voilà la façon dont je vous propose de procéder. Quelques éléments de débat sur la définition, les fonctions de cette formule de Cyber Pearl Harbor, l'histoire de la formule dans le débat stratégique, et puis ce qu'on peut en dire à l'aune de la nouvelle configuration stratégique qui se dessine sous nos yeux dans le monde. Donc voilà, ça c'est pour le plan. Alors quelques éléments de définition. Donc Pearl Harbor, 11 septembre, vous l'avez compris, bon ça peut s'interagir. Hein. Il y a l'idée derrière ça que il y a un acte de guerre qui cause des destructions, des victimes, de la violence. Il y a l'idée d'une surprise stratégique, d'un avant et d'un après. Il y a l'idée aussi d'un effondrement, donc en anglais collapse. C'est très important dans l'imaginaire de ce qu'on appelle la cyber doom rhétorique. Il y a vraiment l'idée que c'est un acte de guerre et que derrière ça, il y a des conséquences systémiques qui vont aller vers quelque chose qui ressemble à un effondrement. Il y a l'idée d'attaque, ça se concentre là-dessus, hein, c'est une idée d'attaque contre des infrastructures critiques qui auraient d'incalculables conséquences économiques, sociales, physiques sur la société dans son ensemble. Et ça, c'est renforcé par l'intense numérisation de nos sociétés qui reposent principalement sur l'électricité, sur Internet désormais, ce qui les rend fragiles et vulnérables. Et ces fondements-là sont attaqués. Et donc derrière ça, encore une fois, le doom, c'est l'idée que tout civilisé que nos sociétés soient, comme dit la formule, on n'est jamais qu'à 9 repas du chaos, ou de la révolution, ou de l'anarchie, où on n'est jamais qu'à 2 semaines privées d'électricité de quelque chose qu'on a peine à imaginer. Et c'est d'ailleurs pour ça que la cyberdoom rhétorique a suscité beaucoup l'inspiration de la fiction, des œuvres de fiction, des livres, des films. Donc évidemment on a débuté avec Pearl Harbor. On peut parler, pour ceux qui sont davantage amateurs de James Bond, de la trame autour du film Skyfall, par exemple. Donc inspire la fiction, et cette fiction-là, en retour, elle alimente la réflexion, elle alimente la rhétorique, et elle alimente aussi les politiques publiques. Parce que la fiction a ceci de très pratique, en quelque sorte, qu'elle permet de figurer les choses peut-être beaucoup plus facilement auprès de décideurs publics, auprès de gens qui ne sont pas des spécialistes. Elle permet de figurer les choses nettement plus facilement qu'un gros rapport parlementaire que disons que très peu de gens lisent. Et ça, c'est quelque chose qui est
qui est pas mauvais en soi. Hein. Je veux dire, en France, on a tout cette démarche de Red Team, par exemple, au sein du ministère des Armées. Le tout, c'est qu'on en fasse quelque chose ensuite et que, par la fiction, on mette le doigt sur des choses qu'on n'avait pas vues, par exemple. Donc, alors, 2 exemples de livres que je vous conseille de lire parce qu'ils sont excellents en la matière. Blackout et La Flotte Fantôme, qui sont 2 romans catastrophes très bien documentés, dont les auteurs ont ensuite été consultés par les autorités. Donc Blackout, je vous divulgue pas grand-chose, hein, mais Blackout, vous pouvez l'imaginer, c'est d'un seul coup, il n'y a plus de courant. Et La Flotte Fantôme, c'est une confrontation qui commence par la paralysie de systèmes, de réseaux militaires, etc. Bon. C'est aussi une rhétorique qui est reprise par, et donc qui est légitimée, par de hauts responsables politiques et de sécurité. Alors, je vous donne 2 exemples. Le premier, c'est Leon Panetta. Alors, je vous laisse les planches, hein, donc vous aurez le temps et l'occasion de lire en détail les citations. Mais vous avez Leon Panetta qui était le secrétaire à la défense de Barack Obama et qui raconte dans le détail ici, voilà, essayez d'imaginer le pire scénario possible. Alors, c'est toujours pareil, hein, sur les trains, comment on appelle ça, le water supply, donc la distribution d'eau, l'électricité, et voilà ce qui arriverait, donc de collective result, blablabla, could be a cyber Pearl Harbor, c'est-à-dire une attaque qui causerait des destructions physiques et des pertes de vie, qui paralyserait ou choquerait le pays et créerait un profond sens, et une faute de frappe, profond sens de vulnérabilité. Faut se souvenir, il y a ça aussi. Hein. Derrière le 11 septembre, derrière Pearl Harbor, il y a le choc profond aux États-Unis d'un pays qui, historiquement et sur le plan stratégique, se pense comme invulnérable parce que protégé par 2 océans. Et d'un seul coup, ils sont frappés chez eux. Alors, vous me direz, Pearl Harbor, c'est un peu loin, mais quand même, ça reste chez eux. Et donc, ça crée un sentiment profond de vulnérabilité parce que c'est pas du tout dans le scope stratégique de se dire qu'on peut être touché chez soi. Bon. Donc là, il y a cette idée-là aussi, il y a le fait de se dire qu'il y a des gens, en plus de ça, peut-être chez eux derrière un écran, qui sont en train de bidouiller le système de distribution d'eau d'une mégalopole. Donc le fait de s'imaginer ça, de s'imaginer que c'est possible, se traduit par un très fort sentiment de vulnérabilité. Et puis, je vous ai mis Suzanne Collins aussi, qui était sénatrice républicaine. Donc là, c'est très facile, c'est dans les travaux préparatoires du Cyber Security Information Sharing Act. Bon, vous voyez, c'est très simple. Hein. On est le 10 septembre en ce qui concerne la préparation au cyber et il nous faut absolument un appareil législatif plus solide pour s'éviter un cyber 11 septembre. Donc voilà un peu le topo là-dessus sur ce que ça veut dire et sur qui un petit peu en parle. Une fois qu'on a dit ça, l'étape suivante, c'est de s'intéresser aux fonctions de cette rhétorique et aux arguments de leurs tenants pour essayer d'en déceler les limites. Ça, c'est le deuxième grand point. Quelles sont ces fonctions ? La première fonction, c'est d'être une espèce de thérapie de choc. Alors ça, c'est Leon Panetta, donc, qui est cité ici, qui l'assume lui-même. Dire ce qu'il dit, il y a un besoin derrière de choquer les gens, de choquer les responsables économiques, politiques, pour les réveiller face à un danger qu'ils sous-estiment totalement et vis-à-vis duquel ils ne sont pas sensibilisés. J'ouvre une parenthèse, à l'IHEDN, on est bien placé pour voir à quel point, encore aujourd'hui, après tout ce qu'on a connu en période Covid, les collectivités locales, les hôpitaux, les PME, et on va le voir avec la transposition de la directive NIS 2, il y a énormément d'acteurs qui sont toujours pas au point sur la conscience du risque cyber. Et pas seulement, enfin, c'est-à-dire les grosses structures sont au courant, mais une collectivité territoriale, mon département, la Seine-et-Marne, par exemple, fonctionne, mais il ne fonctionne pas de façon optimale plus d'1 an après l'attaque qu'ils ont subie. Donc il y a un besoin de choquer les gens, de les réveiller face à ce danger, et il faut pour cela susciter la peur, la sidération, pour obtenir ces réactions-là. D'où le rôle, encore une fois j'y reviens, de la fiction.
qui permet de figurer les choses simplement au décideur qui n'est pas un expert. Il faut comprendre que le décideur, il n'a pas le temps de lire des rapports. Les notes, c'est 1 page, 2 max. Si en plus de ça, vous êtes capable de lui montrer un film, de lui raconter une histoire, eh ben, ça va être plus évident éventuellement d'emporter son adhésion ou de faire comprendre aux décideurs ce qui se joue à ce moment-là. D'où aussi les scénarios d'exercices de crise cyber qui montrent au comité exécutif des grands groupes stratégiques qui ne sont pas forcément au fait de ces choses-là, dans la banque, dans l'énergie, dans des choses un peu systémiques, comment un incident cyber peut se traduire par des conséquences systémiques à l'échelle de leur entreprise. C'est pas un truc d'informaticien dans un coin, dans un bureau, mais que ça peut vraiment avoir des réactions en chaîne pour toute l'entreprise, y compris sur le plan de la communication, sur le plan des finances, sur le plan du droit, etc. Bon. Donc ça, c'est le premier point, c'est rapid shot. Deuxième point, obtenir un focus et des crédits sur les infrastructures critiques. Encore une fois, la focale du Cyber Pearl Harbor, ce sont les infrastructures critiques, parce qu'il y a un aspect systémique à ça. Donc je reprends la citation de Suzanne Collins sur le cyber 11 septembre. On se concentre sur les infrastructures critiques en termes cyber au regard du caractère systémique de la menace de la part d'acteurs étatiques ou terroristes. Et donc, ces infrastructures-là doivent être traitées en priorité au plus haut niveau de responsabilité. Donc, obtenir un focus et des crédits sur les infra critiques. Troisième point, ça sert à exagérer la portée des attaques déjà existantes dans une logique soit organisationnelle, soit juridique. Ça veut dire, si vous êtes dans une administration, vous allez gagner des postes, vous allez justifier que la menace est vraiment là et que pour y faire face, vous, là où vous êtes, vous avez besoin d'embaucher des gens, etc. Pour gagner de l'importance dans la chaîne de décision. Donc ça, c'est tout le sujet sur où on doit mettre le RSSI dans l'entreprise, est-ce qu'il est suffisamment bien placé pour être entendu, pour avoir du budget, etc. etc. Ou alors, entrer dans un cadre juridique tel que on va autoriser telle ou telle réponse. Par exemple, si vous considérez que telle attaque est une attaque qui touche une infrastructure critique et que pour une attaque sur une infracritique, eh ben, ça vous tombez sur tel règlement, telle loi et que, au regard de ce règlement et cette loi, vous pouvez prendre telle mesure que vous ne pourriez pas prendre si l'attaque n'était pas considérée comme une attaque sur une infracritique. Ça change la façon dont vous allez répondre. Donc ça change le cadre juridique et donc ça veut dire que plus vous avez une conception étendue de ce qu'est une infracritique, et plus vous allez vous autoriser donc des réponses qui sont plus libres que des réponses plus réduites si au contraire vous considérez que ces attaques sont pas sur des infracritiques. Et puis il y a aussi des considérations commerciales chez les acteurs privés qui sont des offreurs de solutions de haut niveau. De ce point de vue-là, sur les infracritiques et sur la capacité, surtout des États-Unis, à avoir une conception très étendue de ce qui est une infracritique, un peu comme ils ont une conception très étendue de la façon dont leurs lois peuvent s'appliquer aux autres, eh bien, vous avez l'exemple de Sony Pictures. Sony Pictures, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est une affaire qui s'est produite il y a 10 ans maintenant, où, furieux qu'un film parodique sur le dictateur nord-coréen soit en préparation et soit sur le point d'être publié, une cyberattaque massive a touché Sony Pictures, vraisemblablement venue de Corée du Nord. Et là, vous avez la citation ici de l'amiral Michael Rogers, qui était à l'époque directeur de la NSA. Alors, la NSA, c'est la National Security Agency, donc c'est les grandes oreilles, qui considère que oui, vous l'avez ici, movie studios fit into US government's broad definition of critical infrastructure. Donc, même une attaque contre un studio de cinéma, ce qui probablement à nos yeux n'a rien de critique, eh bien, c'est quelque chose qui peut être considéré comme tel, et donc ça va rentrer dans la définition
un peu très large d'un cyber Pearl Harbor et de quelque chose qui appelle des réponses qui seraient pas celles, encore une fois, qu'on utiliserait dans le cas contraire. Alors, paradoxalement, des affaires bien réelles, comme les révélations Snowden de 2013 déjà, comme les câbles de WikiLeaks. Alors, on a appris ce matin que Julian Assange avait été libéré. Donc, il faut se souvenir, c'est des centaines de milliers de câbles diplomatiques, d'images, de documents classés secret défense, etc., qui ont été publiés. Tout ça, au fond, dans le débat public, ne sont pas considérés comme des cyber Pearl Harbor, alors que leur portée a été mondiale au détriment des États-Unis. Donc, il y a vraiment le focus sur les infrastructures critiques et l'imaginaire du choc et de l'effondrement. Et d'un autre côté, ce qui est amusant, intéressant à noter, c'est que on parle jamais non plus de ce qui a pu être considéré comme un cyber Pearl Harbor causé par les États-Unis. Exemple, Stuxnet. Alors, je sais absolument pas si vous êtes familier avec Stuxnet ou pas, mais pour le dire extrêmement brièvement, c'est donc un malware qui a été introduit à l'aide d'une clé USB, donc par un individu, dans le système des centrifugeuses iraniennes et qui a flingué les centrifugeuses iraniennes sans que les Iraniens ne le voient parce que leur système leur envoyait des mauvaises informations. Donc ça a ralenti considérablement le programme nucléaire iranien. Et on pense que, ça n'a jamais été revendiqué comme tel, mais on pense que Stuxnet est une création, disons, américano-israélienne. Voilà. Donc on voit que, en fait, la métaphore est suffisamment plastique pour en retenir ce qu'on veut. C'est pratique, mais on en voit aussi quelque part les limites et le caractère artificiel qui fait pas progresser le débat en matière de cybersécurité stricto sensu et de réalité de la menace. On y reviendra après. Parce que quand on répond que ces menaces par rapport à des infracritiques, par rapport au système de distribution d'eau, d'électricité et tout ça, quand on s'imagine des scénarios comme ça, quand on répond que ces menaces sont pour l'instant très hypothétiques et se sont jamais matérialisées, alors que ça fait 15 ans qu'on en parle, tandis qu'on néglige des menaces qui, elles, sont bien réelles, qu'on peut observer, le vol de données, l'espionnage industriel, l'informationnel. Ce qui est répondu, c'est que on voit pas le cyber Pearl Harbor parce qu'il serait en slow motion. En quelque sorte, il serait en train de se dérouler, mais sur le temps long. Donc c'est ce qu'on appelle des ongoing cyber Pearl Harbor. Bon, en fait, c'est une forme de contradiction dans les termes. Pearl Harbor, c'est un choc, c'est une rupture. Le 11 septembre, c'est un choc, c'est une rupture, c'est un instant. Donc dire que un cyber Pearl Harbor peut être quelque chose qui se joue sur le temps long, c'est pas tant que c'est faux en soi si on considère les temps de préparation et si on considère que quelque chose ne s'effondre pas du jour au lendemain, mais que à force de taper dessus, ça finira par s'effondrer. Sauf que ça rentre plus dans ce que la métaphore a à nous dire initialement. Alors, exemple de ça, des ongoing cyber Pearl Harbor, côté chinois. Alors là, je vous ai mis la communication américaine de l'année dernière, à la fois des autorités et de Microsoft sur la pénétration par des groupes chinois des infrastructures critiques américaines, civiles et militaires. Et puis une petite blague sur TikTok, mais qui n'est pas une blague, quand on en est à considérer l'interdiction de ce réseau, parce que d'abord il y a le problème des données, et puis il y a tout simplement le problème de l'accès au cerveau de dizaines de milliers d'Américains qu'un outil qui est en dernier ressort aux mains du régime chinois possède. Ça pose quand même un tout petit problème. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième, c'est les attaques à la fois informationnelles et cyber menées par la Russie, où certes, dans le fond, vous pouvez considérer qu'à long terme, le fait d'avoir aidé à élire Trump, SolarWinds, donc SolarWinds, on est encore à se demander, à exploiter ce que les Russes ont pu récupérer comme information sur les agences américaines. Bon, je refais pas l'histoire de SolarWinds, mais et c'est pareil pour les Chinois d'ailleurs sur le vol de données de fonctionnaires américains, tout ça. Les tenants de la cyberdoom rhétorique disent, mais en fait,
c'est pas vrai qu'il n'y a pas de cyber Pearl Harbor, sauf que c'est en slow motion. C'est en train de se produire, on le voit pas. Mais si vous mettez tout bout à bout, peut-être qu'un jour, tout ça fera partie, sera utilisé dans quelque chose qui sera plus direct et plus offensif dans le cadre d'un conflit avec la Russie ou plus sûrement avec la Chine. Sauf que, encore une fois, je vous le dis, la métaphore induit un choc, une rupture. C'est pour ça qu'elle frappe les esprits. Donc, encore une fois, c'est pas faux dans l'absolu. On doit pouvoir s'inquiéter du prépositionnement des Chinois dans les réseaux critiques ou de ce que les Russes ont fait vis-à-vis de l'élection de Trump. Alors, on peut en parler des heures. C'est difficile de mesurer l'impact réel sur l'élection ou pas. Il ne faut pas partir de zéro par rapport à ça. Mais ça devient une contradiction dans les termes, ce qui signifie que la métaphore elle-même devient immune au contrefactuel. Parce que si on dit, mais en fait ces menaces-là ne se sont jamais caractérisées, contrairement à d'autres menaces bien réelles qu'on observe tous les ans, et si la réponse est de dire, mais si tu les vois pas, c'est pas qu'elles n'existent pas, mais si elles sont plus sur le temps long, donc c'est normal qu'on les caractérise pas, en fait on peut rien répondre à ça. Donc ça répond pas à la possibilité de faire du contrefactuel. C'est imparable, c'est à la fois imparable et irrecevable, en quelque sorte, intellectuellement. Et en tout cas, ça n'aide pas le décideur à orienter les politiques de cybersécurité fondées sur des observations empiriques et des faits avérés, parce que, in fine, le décideur politique doit répondre à des questions et à des menaces réelles avec des moyens limités. Et c'est toujours une question de moyens, à la fois des moyens financiers et des moyens humains. Où est-ce qu'on les met? Pour protéger quoi? Quelle est la priorité? Qu'est-ce qu'on observe? Et de ce point de vue-là, il y a un décalage entre la cyberdoom rhétorique sur la nécessité absolue de protéger les infracritiques et ce qu'on observe, j'y reviendrai après, et ce qu'on observe en matière d'attaques cyber depuis 10-15 ans. Donc voilà, ça c'est l'accusation principale à laquelle fait face la métaphore et la rhétorique qui l'accompagne, c'est d'être un espèce d'écran de fumée qui brouille les perceptions de la menace réelle et actuelle au nom d'hypothétiques attaques sur les infrastructures critiques au niveau d'un acte de guerre dont les conséquences seraient apocalyptiques. Encore une fois, Cyber Pearl Harbor, on est vraiment au niveau de quelque chose qui ressemble à un choc, une rupture, un acte de guerre. C'est pas tant que les infracritiques ne peuvent pas être attaquées. L'enjeu ici, c'est de savoir si elles le sont ou elles peuvent l'être à des niveaux systémiques. Et ça, pour le coup, ça s'est pas encore produit. Alors, ce discours-là, il demeure puissant pour 3 raisons. Le premier, c'est qu'il est facile à comprendre et qu'il est spectaculaire. Le deuxième, c'est qu'il concerne des conséquences potentielles systémiques. Donc, ça va emporter l'adhésion du décideur dans la priorisation des politiques publiques. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas être le décideur public à qui on aura dit qu'il était crucial de protéger les infracritiques et qui aura fait d'autres choix. Donc, ça, c'est le côté ceinture et bretelle. Sauf que ceinture et bretelle avec des moyens limités, ça veut dire que vous priorisez. Ce que vous mettez là, vous ne le mettez pas là. Et donc, le troisième point, pourquoi le discours demeure puissant, c'est qu'il résiste au contrefactuel, je vous l'ai dit, puisqu'on peut mettre ce qu'on veut derrière ça. Et ça se fonde sur quelque chose qui ressemble à, on ne sait jamais. Le fameux on ne sait jamais, qui reprend de la vigueur, d'ailleurs, à mesure que la configuration internationale se détériore grandement avec la Chine, avec la Russie, enfin bref. Donc après, ça nous renvoie à l'idée du signe noir. C'est l'idée que c'est pas parce qu'on n'a jamais observé quelque chose qu'on peut totalement l'exclure. On ne sait jamais. Et ce on ne sait jamais là, il est puissant. Et quand vous êtes un responsable politique, vous pouvez pas passer à côté de ce on ne sait jamais. Parce que le jour où il arrive, alors même que dans les documents stratégiques, il peut être prévu, comme une pandémie par exemple, tout le monde va vous tomber dessus. Comment se fait-il qu'on ne soit pas prêt?
ah oui, mais c'est tellement rare. Non, non, c'était dans les documents stratégiques. C'était quelque chose qui avait été identifié. Comment se fait-il que? Et donc là, après, on remonte la chaîne. Vous vous souvenez, pendant le Covid, on a fait ça sur les masques et tout ça. On remonte la chaîne de comment se fait-il qu'on n'était pas prêt. Et pour le 11 septembre, on a fait ça. Et en Israël, pour le 7 octobre, on fait ça aussi. On remonte la chaîne et on se dit, mais comment se fait-il que? Bon. Donc, quand vous êtes responsable politique, il vaut mieux éviter d'avoir à répondre de ce type d'accusation. Donc voilà pour ça. Et donc, néanmoins, in fine, si vous prenez la métaphore au pied de la lettre, ongoing cyber Pearl Harbor, c'est une contradiction dans les termes. Bon. Donc ça ne nous renseigne pas suffisamment, à la fois sur l'état de la menace et sur la façon dont le débat doit se dérouler. Néanmoins, une fois qu'on a dit ça, on a pu observer des inflexions dans les documents stratégiques américains, avec deux grandes périodes, si on fait à grands traits. Une première qui va de 1997 à 2008, qui était marquée par la Cyberdoom rhétorique, et une seconde qui change d'orientation assez nettement et qui va de 2008 à, si on prend les calendriers des documents stratégiques, 2023, et qui finit avec une sorte de synthèse par rapport aux documents stratégiques actuels. Donc c'est ce que je vais essayer de décrire maintenant. Donc je pense qu'on a ça. Voilà. Donc schématiquement, on peut figurer les perceptions des menaces cyber avec ce triangle-là, avec 3 points que sont les sujets, les objets et les impacts, avec différents items à chaque fois. Et aux États-Unis, on commence vraiment à s'intéresser à la question cyber au cours des années 90, à mesure que l'informatique se développe. Et en 1995, l'administration Clinton met sur pied une commission pour la protection des infrastructures critiques. Ça, c'est après l'attentat d'Oklahoma. L'attentat d'Oklahoma, c'est un militant d'extrême droite américain qui fait sauter un building dans l'Oklahoma. Et donc là, on s'interroge sur la protection des infrastructures critiques. Et apparaît dans ce document pour la première fois l'idée qu'il faut aussi les protéger d'un point de vue cyber. C'est le premier document officiel d'importance qui traite de la question. Et donc, c'est ce document-là qui va cadrer le débat sur les infrastructures critiques. Donc, on passe d'un monde de guerre froide où la perception de la menace, en dehors du cyber, c'est les États, donc c'est le point du haut sur les sujets, les secrets d'État sur les objets et la réputation en matière d'impact, à une situation, une perception de la menace cyber à partir du milieu des années 90, qui va être comme ça. C'est-à-dire, on va avoir un focus sur les infrastructures critiques. Donc le sujet, c'est les terroristes, l'objet, c'est les infracritiques, et les impacts possibles, c'est la possibilité d'une catastrophe et d'impact systémique par une attaque cyber. Donc ce sujet a alimenté le débat au sein de la communauté des spécialistes, des chercheurs, des universitaires, parce que eux aussi, vous savez peut-être, mais aux États-Unis, au fond, dans l'environnement à Washington, vous avez une sorte de valse à deux temps où il est assez naturel que quand vous avez des doctorats ou quand vous êtes militaire ou ancien militaire, vous travaillez dans un think tank. Et puis, quand l'administration change, en fait, vous allez travailler dans l'administration. Donc, chaque parti politique a en gros des think tanks desquels ils sont proches, qui fournissent des idées, qui fournissent des programmes. Et donc, il est assez naturel que quand le parti proche entre à la Maison Blanche, et en fait, il y a certains think tankers qui rentrent dans le Conseil de sécurité nationale, ce genre de trucs. Donc ça, c'est assez naturel. Et de ce point de vue-là, 2008 marque un tournant. Pourquoi? Parce que c'est la publication par l'un de ces think tanks, qui s'appelle le Center for Strategic International Studies, donc le CSIS, d'un rapport qui s'intitule Securing Cyberspace for the 44th President. Donc, c'est-à-dire, c'est un programme clé en main de conception et de stratégie pour le prochain président
Donc on est en 2008, le prochain président, c'est Barack Obama. Et c'est quelque chose qui va être repris ensuite. Alors parmi les auteurs, il y a James Lewis. Et James Lewis, c'est vraiment quelqu'un qui est extrêmement respecté dans le milieu. Et donc dans le rapport, vous avez ici la première citation donc, que j'ai mis en gras. Voilà comment on interprétait les choses. On s'attendait à avoir des conséquences physiques d'attaques cyber, et en fait pas du tout. Ce qu'on a de conséquences en matière d'attaques cyber, c'est de la propriété intellectuelle, des secrets de gouvernement, du vol de données personnelles, etc. Donc c'est pas du tout la façon dont on imaginait les choses en 97, ce qui signifie que nous devons, disent-ils, revoir totalement notre stratégie, puisque notre stratégie n'est pas du tout adaptée à ce qu'on voit en réalité. Et donc James Lewis rajoute, nous on surmilitarise absolument tout, on passe notre temps à chercher des cyber 11 septembre, et pendant ce temps-là, la Russie nous a complètement contournés parce que nous on est sur les infracritiques, et eux, ils sont sur l'information warfare. Donc ils sont allés chercher les données du Parti démocrate, ils savent faire de l'informationnel, etc., etc. Bon, il se trouve que donc le message du CSIS en 2008, c'est de dire il faut changer la focale par rapport aux infracritiques. Ce n'est pas la menace quotidienne et la plus importante à laquelle on fait face. C'est autre chose. C'est les menaces réelles et quotidiennes, je vous l'ai dit, le vol de données personnelles, qui sont le vol de données économiques, technologiques, militaires, de propriété intellectuelle. Donc ça a pour conséquence, sur le plan économique, c'est massif si vous voulez, mais ça se voit pas, c'est sous le radar. Au lieu de se concentrer sur des menaces hypothétiques, sur les infracritiques qui se matérialisent pas à l'ampleur où on les imagine, ou à l'ampleur qu'on les imagine à l'aune de la Cyberdoom rhétorique. Encore une fois, le Cyber Pearl Harbor, c'est vraiment l'idée d'un choc, d'un effondrement de quelque chose qui est systémique. Bon. Et en fait, ça se produit pas. Et donc, ce rapport est repris par l'administration Obama, et cette lecture de la menace est au fondement de la Cyber Policy Review de 2009, puis de la création du US Cyber Command en 2011, et aussi, je les cite au passage, de 2 lois bipartisanes, ça c'est important, c'est à l'époque on pouvait faire des trucs bipartisans, votées en 2011, je vous les cite comme ça pour mémoire, hein, le Cyber Security Public Awareness Act et le Cyber Security and American Cyber Competitiveness Act. C'est très important ça, on va mêler la cybersécurité et la compétitivité. Donc on va considérer que ce qui est vraiment le problème en matière de cybersécurité, c'est l'ensemble des vols de données et de ce que ça produit sur l'économie et sur les pertes potentielles en la matière. Alors que on est juste après les attaques probablement russes contre l'Estonie, je ne sais pas si vous êtes familier de ça, hein, mais l'Estonie en 2007 a subi des attaques cyber massives. L'Estonie est un pays très numérisé. Attaque aussi en Géorgie en 2008, en Géorgie dans le Caucase, pas aux États-Unis bien sûr, et en 2008 aussi est créé, parrainé par l'OTAN, le centre d'excellence cyber qui se trouve en Estonie, donc ça c'est une réponse aux attaques. Donc on aurait pu imaginer la poursuite de la Cyberdoom rhétorique en se disant que un État pouvait, par des cyberattaques, mettre à genoux un autre État, et en fait c'est pas du tout ce qui s'est passé. D'autant que, en réalité, si on déconstruit un peu les attaques en Estonie, grosso modo, il y a eu, pour un pays ultra numérisé, ça a été pénible pour refaire votre permis, pour refaire des trucs comme ça, pour faire des démarches administratives. Mais l'Estonie s'est pas effondrée. Et puis, pour refaire un permis ou un passeport, il n'y a pas besoin d'être cyberattaqué, comme peut-être vous-même en avez fait l'expérience, ou en fait, en ce moment, l'expérience, si vous devez refaire vos papiers. Donc le pays s'est pas effondré pour autant. Donc on comprend que l'approche n'est pas bonne et qu'il faut changer la façon de voir les choses. Et donc schématiquement, alors vous vous souvenez du triangle ici, schématiquement on passe à celui-là. Donc je vous ai mis la Cyberspace Policy Review. On passe à celui-là où la focale n'est plus sur les terroristes mais sur les États et les criminels, n'est plus sur les infracritiques mais sur le vol de données de toute nature, n'est plus sur la catastrophe, mais sur les pertes économiques et financières. Et donc cette vision,
a été prépondérant dans le débat américain pendant toute la décennie 2010, qui a été marquée par l'espionnage industriel massif chinois, l'élection de Trump suite au vol de données du Parti démocrate par la Russie, et ensuite blanchi par Wikileaks, faut-il le rappeler, en connaissance de cause, et le développement de l'économie criminelle professionnalisée autour des rançongiciels, avec côté américain dans la stratégie, la volonté d'être à l'avant-garde d'un Internet libre, c'est-à-dire conforme à la fois aux valeurs libérales professées par les États-Unis, mais aussi évidemment libre dans le sens des intérêts de leurs propres grosses entreprises qu'on connaît tous, GAFAM et compagnie. Alors, paradoxalement, la première revue stratégique de cyberdéfense française, qui va changer de nom d'ailleurs à l'automne, il y a une nouvelle version qui sortira et ça s'appellera plus comme ça, il y aura le mot cybersécurité. On me l'a dit tout à l'heure, mais ce sera plus large que ce que le titre du document de 2018 laisse entendre. Revue stratégique de cyberdéfense française de 2018, donc ça c'est le premier document publié en France par le SGDSN. Alors le SGDSN, c'est le secrétariat général à la défense et à la sécurité nationale. Ça chapeaute plusieurs organismes, dont l'ANSSI, dont Viginum, et c'est vraiment l'organe interministériel qui s'occupe des questions de sécurité et de défense. Et dans ce document, 2018, si vous prenez le préambule, la priorité est donnée aux organismes d'importance vitale, les OIV, et aux conséquences systémiques que des attaques sur ces opérateurs d'infrastructures critiques engendreraient pour la société, en soulignant le retard français, malgré un gros effort de rattrapage depuis la création de l'ANSSI en 2009 et sa montée en puissance. Donc, vous voyez, ça c'est à gauche, là, vous avez la première phrase. Des attaques peuvent à tout moment porter gravement atteinte aux intérêts de la nation. Et ensuite, ça je vous le dirai, c'est pour la suite, hein, mais à la suite de ça, directement, sous l'onglet renforcer la résilience des systèmes vitaux en France, vous avez vraiment le cadrage sur nos systèmes critiques sont extrêmement vulnérables à des attaques de nature systémique. Notre priorité absolue doit être de les défendre, de les rendre résilientes. Donc, vous retrouvez quelque chose dont on parlait, de la façon dont on en parlait aux États-Unis plusieurs années auparavant. Donc là aussi, il y a un chemin. Et le fait que l'ANSSI ait été créé en 2009, et le fait de dire on a du retard mais on monte en puissance, ce retard-là, il se joue aussi sur le plan du concept. Et le fait, je viens de vous le dire, hein, le titre va changer et ça s'appellera Stratégie nationale de cyberdéfense, de cybersécurité, quelque chose comme ça. C'est plus englobant que revue stratégique de cyberdéfense. Donc, ouais, il y a une forme de décalage par rapport aux États-Unis. Alors, après avoir vu tout ça, il reste à se poser la question, et je le fais un peu en filigrane depuis tout à l'heure, de la nature réelle de la menace cyber telle que les agences de cybersécurité, les forces de l'ordre, les acteurs privés du secteur, tels qu'elles l'observent, et donc ce qui renvoie à la question de départ de est-ce qu'un cyber Pearl Harbor est possible. Alors pour apporter quelques éléments de réponse à cette question, je vais développer 5 points très rapidement, et puis après j'arrête là. Le premier point, c'est le retour des infrastructures critiques dans le débat et dans c'est pas qu'ils étaient partis, hein, mais vous l'avez compris, c'est une question de priorisation. Retour des infra critiques, pourquoi? Parce que l'affaire Colonial Pipeline a été un choc aux États-Unis. Alors l'affaire Colonial Pipeline, c'est donc un pipeline qui part du Texas et qui alimente toute la côte est américaine en pétrole et en essence et en kérosène pour les aéroports, etc., etc. Et Colonial Pipeline a été victime, enfin, l'opérateur a été victime d'un rançongiciel qui a priori est crapuleux, donc pas d'origine étatique, sur non pas son OT mais sur son IT. C'est-à-dire que il n'y avait plus la possibilité de le facturer. C'est ça le sujet. Donc comme vous pouvez plus le facturer, vous savez plus ce qui part, ce qui vient, et vous pouvez plus vous faire payer. Donc ils ont arrêté le pipeline. Alors ça peut durer quelques jours parce qu'il y a des réserves,
Maintenant, essayez d'imaginer ça pour plusieurs semaines, essayez d'imaginer que d'autres soient touchés en même moment, et là, vous avez un très sérieux problème. Ça a été un choc à ce moment-là pour l'administration Biden, parce qu'on se rend compte toujours à ce moment-là de ça, encore une fois, de cette vulnérabilité, n'oubliez pas ça. Et donc, ça a remis au cœur des préoccupations la protection et la résilience des infrastructures critiques, parce que ça a évidemment des effets, ça a eu des effets de bord. Voilà, Colonial Pipeline, vous l'avez à l'image. Ça a eu des effets de bord importants, même si, encore une fois, on n'était pas, si on reprend stricto sensu la métaphore Pearl Harbor ou 11 septembre, on n'était pas là-dedans stricto sensu. On n'est pas eu. Mais pour l'administration, c'était un choc parce qu'à un moment donné, le truc s'est arrêté. Et que ça aurait pu durer, et que se serait-il passé si un autre avait subi la même chose, etc. Et donc, ça a ravivé l'hypothèse d'attaques simultanées de très haut niveau, de sophistication, sur ce type d'infrastructure. D'où la rencontre en 2021, juste après, entre le président Biden et le président Poutine, parce que le groupe criminel responsable de ça était un groupe russe, dont le nom m'échappe. Et à cette rencontre-là entre les deux présidents qui a lieu à Genève, l'ordre du jour numéro 1, c'était les attaques cyber, la cybersécurité. Ce qui est un truc qui, de mémoire de rencontres entre présidents américains et russes, c'était une grande première. Et donc, avec toute la communication sur le fait que Joe Biden a mis en avant une liste de 16 infrastructures critiques qui, si elles étaient attaquées, seraient considérées comme un acte de guerre. Et là, je vous renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le cadre juridique. Si vous considérez qu'une attaque est un acte de guerre, vous vous ouvrez un champ juridique avec des options qui est plus élargi que si vous ne considérez pas. Donc concrètement, ça veut dire que si vous considérez qu'une cyberattaque est un acte de guerre, vous vous autorisez, votre cadre juridique vous autorise à répondre non seulement par des attaques cyber, mais à répondre aussi, légitime défense, par des moyens cinétiques, par des moyens physiques réels. Et la France ne dit pas autre chose. Là où est le flou, c'est à partir de quel moment, quel est le seuil à partir duquel on considère que une attaque cyber est un acte de guerre. Et ça, bien sûr, il faut maintenir ce flou et cette ambiguïté, donc personne ne le sait en fait. Voilà. Mais le simple fait que Joe Biden, à ce moment-là, ait communiqué sur le fait qu'il y a une liste qui existe d'infracritiques auxquels, si quelqu'un y touche, les États-Unis peuvent considérer, il n'y a pas d'automaticité, mais peuvent considérer, en fonction de la gravité, machin, que c'est un acte de guerre. Le message est lancé, et pas seulement à la Russie, le message est lancé à tous les autres. Donc ça, c'est très significatif en soi, et en fait, on arrive à une sorte de maturité entre la prise en compte de ces infrastructures critiques, parce qu'il a été démontré qu'elles étaient effectivement des cibles de prépositionnement, par exemple, sans verser pour autant dans le catastrophisme à outrance. Ça, c'est important, on est revenu de ça. Et donc, le document stratégique américain de 2023, la National Cyber Strategy de 2023, reflète ça. Si vous prenez l'introduction, alors je vous ai mis plusieurs citations, hein, vous pourrez lire ça à tête reposée, hein, mais l'introduction de ce document, notamment la partie sur l'environnement stratégique et les tendances émergentes, souligne l'équilibre des menaces entre, d'une part, la cybercriminalité classique, j'allais dire, liée au vol de données, et la partie plus systémique liée à la numérisation de la société et à la numérisation des infrastructures. Et donc, la première phrase qui dit ici, nos infrastructures vont être de plus en plus numérisées, avec une sophistication technique telle que même les concepteurs, en particulier en intelligence artificielle, comprennent pas forcément eux-mêmes tout ce qu'ils font. Et donc ça crée de la vulnérabilité. Et ça crée des nouvelles vulnérabilités et des nouvelles possibilités d'attaque. Donc cette stratégie tient compte de l'avancée fulgurante des technologies d'IA générative
mais aussi des pratiques développées pendant et après Covid. Et donc, le principal point de cette stratégie, c'est de dire les choses sont tellement complexes que la cybersécurité ne peut plus reposer sur les épaules des individus. Les gens qui sont les concepteurs de tous ces produits d'IA, de tous ces produits numériques, doivent prendre plus de charges, plus davantage eux-mêmes en charge leur cybersécurité by design de tous les produits qu'ils vendent. Donc ça, c'est aussi une nouvelle tendance stratégique et qui va croître à mesure que la surface d'attaque va croître parce que développement de l'Internet des objets, développement de l'IA générative, du cloud, etc. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point sur les éléments, et maintenant où on en est, la conflictualité sous le seuil. Il faut rappeler une évidence, mais parfois elle nous échappe, parce qu'on est dans le cyber doom rhétorique, dans le cyber Pearl Harbor. Même si les États ne s'empêchent pas de considérer qu'une attaque cyber peut être un acte de guerre et d'y répondre comme tel, le fait est que l'arme cyber est d'abord et avant tout une arme d'emploi sous le seuil de conflictualité guerrier, sous le seuil de l'agression, avec 3 fonctions principales. Donc, ok, pardon, là je vous remets encore une citation de National Cyber Strategy. Voilà, donc on est passé, vous voyez, on est passé de quelques nuisances, de défacement, d'attaques DDoS, machin, à l'espionnage, les attaques contre les infracritiques, et etc., etc. Et aussi les attaques informationnelles qui remettent en question notre confiance dans la démocratie. Donc tout est vraiment inclus. Et après, vous avez le dernier paragraphe qui va bien sur « on nomme nos ennemis ». Bon. Donc, sous le seuil de la guerre, 3 fonctions principales de l'arme cyber que vous connaissez, l'espionnage, le sabotage et la subversion. Et là, on reste sous le seuil. Et c'est pour ça que c'est très intéressant pour un acteur d'aller sur ces possibilités-là, aussi parce qu'il y a une possibilité de déni plausible très forte. C'est pas du tout évident, comme vous le savez, d'aller imputer de façon certaine une attaque à un acteur. Or, le temps que vous réagissiez, ce n'est plus le temps de l'agression. Bon, voilà. Donc voilà, je vous ai mis quelques exemples ici. J'ajoute un autre point en ce qui concerne l'hybridité, c'est que des acteurs privés, légaux ou non, désormais travaillent pour des États ou des services de renseignement. Alors récemment, on a eu ce qu'on appelait China Leaks, qui ont mis en évidence les activités de l'entreprise iSoon, société de services informatiques qui fournissait le ministère de la Sécurité publique. Donc ça, je vous ai mis le lien si ça vous intéresse. Ici en bas, vous voyez China Leaks avec un entretien avec Paul Charon, qui est à l'IRSEM ici et qui est spécialiste de ces questions. Donc ça peut être des sociétés informatiques qui sont légales, mais ça peut être aussi des groupes de cybercriminels qui collaborent de gré ou de force avec les services de renseignement militaire russes, par exemple, on connaît ça. Donc, alors évidemment, la guerre en Ukraine est un cas empirique qui permet de tester les théories sur la conflictualité cyber. Et quand vous écoutez les hautes autorités militaires, elles vous disent toutes que un conflit de haute intensité débutera toujours, ou a de fortes chances, plus exactement, de débuter par les attaques cyber. Que de toute façon, le cyber est inclus désormais de façon évidente dans toute forme de conflictualité de haut du spectre. Là aussi, non sans référence à certaines œuvres de fiction, donc Flotte Fantôme, l'un des 2 bouquins que j'ai cités au début, on commence comme ça, j'en dis pas plus, lisez-le, mais on commence un peu comme ça. Alors, avec 2 ans de recul, et sous réserve de ce qu'on ne sait pas encore, il y a quelques points qu'on peut relever par rapport à la question cyber dans la guerre en Ukraine. C'est le 3e point, le cyber dans la guerre avec l'expérience du terrain ukrainien. Voilà. Alors, quelques points, je ne vais pas développer tous, hein, mais globalement, ce qu'on a vu, c'est que on pensait que l'arme cyber favorisait automatiquement l'attaquant. Et ce que l'Ukraine a montré, c'était que si on était bien préparé, avec l'expérience, hein,
Mais si on était bien préparé, si on avait de l'aide de gens, de matériel, d'entreprises qui vont bien, on pouvait se défendre. C'est pas que les Russes n'ont pas attaqué. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'ils ont vraiment attaqué, sauf qu'en face, il y avait des gens pour se défendre et que ça a plutôt fonctionné. Il y a un sujet dans la conduite des opérations, je ne vous embête pas trop avec ça, mais vous ne pouvez pas programmer une attaque cyber du jour au lendemain si vous voulez prendre une ville. Donc vous pouvez pas, le code cyber dit ça, si vous me demandez demain d'envoyer une attaque cyber sur le système de feu rouge d'une ville parce que vous, l'armée de terre, demain vous voulez y aller, je sais pas faire. Donc c'est pas forcément les mêmes acteurs qui font les prépositionnements, qui font les attaques cyber au long cours, et ça se fait pas dans la même temporalité. Et ça coûte pas le même prix non plus. Et donc, pour le dire de façon très prosaïque, parfois un missile, même au prix que ça coûte, c'est quand même plus efficace si vous voulez flinguer une installation électrique quelque part. Ce que les Russes se privent pas de faire en Ukraine. Autre point, le rôle des acteurs privés. Bon, là, je vous ai mis 2 tweets à propos de Starlink. Mais le rôle de Microsoft, le rôle d'Amazon, alors il y a d'autres entreprises qui sont plus discrètes là-dessus, hein, mais on voit que le rôle des entreprises privées est capital dans ce qui est en train de se jouer. Et ça interroge sur l'avenir de la conflictualité, l'avenir des partenariats qu'il faut tisser avec telle ou telle entreprise, qui sont les nœuds de notre fonctionnement, de cloud, d'intelligence artificielle, de tout ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas passer à côté de ces acteurs privés-là, de traitement de données de masse. On peut parler de Palantir 2 secondes, par exemple, qui est la société qui est capable de faire du traitement massif d'IA, qui est américaine, et qui a créé beaucoup de débats lorsque un de nos services de renseignement du premier cercle a fait appel à elle pour traiter massivement de la donnée. Alors, je reviens 2 secondes sur les cyberpartisans. Donc là, ça pose des problèmes juridiques sur lesquels je reviens pas forcément, mais il se trouve que en droit international, il y a un principe de due diligence. Ça veut dire que vous êtes censé, si vous avez connaissance d'un délit, d'un crime qui est commis sur votre sol par un de vos ressortissants, vous êtes censé tout faire pour y mettre fin. Vous n'avez pas une obligation de résultat, vous avez une obligation de moyens. Que se passe-t-il si les autorités russes identifient un attaquant français sur le sol français qui mène des attaques cyber contre la Russie dès lors que la Russie et la France ne sont pas en conflit ouvert? Ça pose ce genre de questions, et ce qu'on voit de l'IT Army, c'est que finalement son impact est relativement très limité. Et ce qu'on voit aussi, enfin, le cyber est partout dans le conflit en Ukraine, mais il n'y a pas de game changer. Il n'y a pas un moment où on s'est dit, tiens, cette attaque cyber-là, elle a permis de basculer. Et ça, c'est très intéressant parce que ça contrebalance ce qu'on pouvait imaginer théoriquement, ou ce qu'on pouvait imaginer en matière de scénario où on se dit, Flood Phantom, par exemple, où on se dit, si on débranche ça ou si on attaque ça, on va perturber tellement le processus de décision adverse qu'on va prendre par surprise et on va faire des gains stratégiques qui seront absolument colossaux. Ben, ça s'est pas produit comme ça. La défense a tenu, et on peut pas dire qu'il y ait des opérations cyber diverses et variées qui soient des game changers. En revanche, ces attaques, elles comptent beaucoup dans la bataille des récits. On a vu des défacements, le fait que les Ukrainiens prennent le contrôle de la télévision russe de temps en temps, passent des trucs, etc. La bataille des récits au sens large, après un premier temps difficile, les Russes sont revenus, ils reviennent très très fort parce que ça fait longtemps qu'ils pratiquent ça, et qu'ils peuvent compter sur un certain nombre d'idiots utiles un peu partout. Donc le soldat a 2 armes, le fusil et le smartphone, c'est l'illustration que vous avez là. Avec en Ukraine des choses qui se sont vues il y a un siècle, les tranchées, machin, de la bidouille au niveau tactique, de la bidouille sur des applications civiles qui ont été dualisées, donc devenues des applications militaires, sur le fait que les civils eux-mêmes se sont mis à faire ces trucs-là, de la bidouille avec des drones du commerce auxquels on a mis qu'on a retravaillé pour en faire des grenades, lancer des grenades, des trucs comme ça, et puis des trucs hyper sophistiqués
en matière de drones, de robots, etc. Ce qui veut dire que, et c'est le point ici, champ de bataille transparent. Transparent, ça veut dire que à tout moment, grâce aux drones, grâce aux images satellites, etc., vous voyez ce que fait l'adversaire. Et donc, vous ne pouvez plus, si vous n'avez pas la suprématie aérienne, très important, vous ne pouvez pas engager de gros mouvements de troupes parce que vous êtes vu immédiatement et vous avez des drones qui vous tombent dessus immédiatement. Et donc, quand vous avez, ce que font les Russes, renforcer votre défense sur donc des lignes qui s'étirent sur des kilomètres avec des mines, avec plein de trucs, vous pouvez voir venir. Parce que, en fait, tout mouvement de troupes, quel que soit l'endroit, vous avez le temps de le voir venir et vous avez le temps de taper dessus. Et ça fonctionne parce qu'il n'y a pas de supériorité aérienne dans ce conflit pour l'instant, ni dans un sens, ni dans l'autre. Alors c'est tout l'enjeu des F-16 et de la possibilité pour les Russes, pour les Ukrainiens de pouvoir taper sur le territoire russe. Voilà pour ça. Et donc en Ukraine, il y a des entreprises qui font de l'IA avec pour enjeu, si vous voulez, que le champ de bataille donne lieu à une profusion de création de données. Tout objet, le smartphone, le drone, le bateau etc. Tout ça, ça crée de la donnée. Et tout l'enjeu pour la conflictualité d'aujourd'hui et de demain, c'est quel est le camp qui saura le mieux comprendre, exploiter, orienter et prendre la bonne décision par rapport à ces données-là. Et ça, c'est quelque chose de fondamental et avec la bonne rapidité d'exécution, avec des informations qu'on n'a pas. Donc ça, c'est absolument fondamental pour la suite. Et donc, encore une fois, bataille des récits, guerre informationnelle, je l'ai dit. Et ce dernier point-là me fait insister sur quelque chose qui est peut-être un tout petit peu éloigné du cyber, mais pas tant que ça, y compris dans la façon de combattre ces manipulations, donc de manipulation de l'information, parce que de plus en plus, en fait, les techniques de lutte contre les manipulations de l'information se rapprochent des techniques de lutte contre les cyberattaques, notamment chez Viginum. Pourquoi je dis ça? Parce que le cerveau, et là je rends hommage au général Vataoguar, que Cyril connaît bien et auquel je dois tout, le cerveau est un système de traitement automatisé de données à protéger. C'est le système probablement le plus complexe et à la fois le plus mal sécurisé, que ce soit sur le plan des idées, de la manipulation des idées, ou sur le plan cognitif, c'est-à-dire notre capacité de réflexion, de concentration, de rendre intelligible un discours complexe. Enfin, vous le voyez, on le voit tous, et il y a des travaux désormais de neurosciences sur les capacités des individus à se concentrer, à être capable d'entendre un discours qui n'est pas celui avec lequel on est d'accord, etc., etc. De ce point de vue-là, TikTok est le truc qui en quelque sorte, si vous prenez la métaphore du piratage, la question est de savoir si on est en train, si nos cerveaux sont en train d'être piratés, en quelque sorte. Donc en bas à gauche, c'est l'affaire de Gossi, dont je parlerai peut-être si vous la connaissez pas et que ça vous intéresse. Donc là aussi, on va encore une fois, on va retrouver des métaphores sur le cerveau. Est-ce que les attaques informationnelles sont des ongoing Pearl Harbor? C'est-à-dire, je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que c'est ces trucs de long terme? Il n'y a pas d'effondrement d'un coup, sauf que ça participe d'une crise plus profonde de la démocratie libérale telle qu'on la conçoit, avec des poussées populistes, des poussées de faits alternatifs, de réinformation, appelez ça comme vous voulez, de complotisme. Et donc ces piratages du cerveau ont des effets réels sur nos démocraties. Effets réels, regardez ça. Ça, c'est la croyance dans la science aux États-Unis. En haut, donc une croyance différenciée dans la science selon que vous êtes démocrate ou républicain. Ça ne devrait pas se produire. Et donc on est là, vous voyez, on est en moment Covid, et en bas, c'est la surmortalité des républicains. Pourquoi? Parce que dans l'écosystème médiatique et dans l'écosystème républicain, on ne croyait pas dans le vaccin.
Il croyait que dans le vaccin, il y avait des nanoparticules, Bill Gates et tout ce qui s'ensuit. Et donc, en 2021, quand ces chiffres ont commencé à sortir, le président Biden avait dit il n'y a pas de problème d'épidémie aux États-Unis. Il y a un problème de croyance dans le fait que le vaccin marche ou pas à partir du moment où il est disponible. Et c'est la seule, pour la petite histoire, hein, c'est le seul moment de trouble entre Donald Trump et son électorat, parce que Trump est toujours très QAnon compatible, très complot compatible, mais sur le vaccin, il s'enorgueillit d'avoir été celui qui a mis l'argent sur la table pour qu'un vaccin soit développé aux États-Unis le plus vite possible. Et quand il dit, mais pourquoi vous vous vaccinez pas? Moi, j'ai pris 3 shots et puis je suis très fier de ça et c'est grâce à moi. Son public ne le suit pas. Parce que lui a été alimenté avec le fait que le vaccin, c'est un truc de Bill Gates, de 5G, de nanoparticules, de je sais pas quoi, et que touche pas à mon corps et tout ce que vous voulez. Donc, mais vous voyez que ça a des effets réels, même sur la vie des gens et sur la mort des gens. Donc voilà pour ça. Et donc, dernier point, pour conclure en ce qui concerne la menace cyber, c'est la double frontière, à mon sens, qui vient, à la fois sur le crime organisé, parce que les organisations criminelles prennent une ampleur invraisemblable, y compris à l'échelle d'État, si vous voulez, que ce soit en Amérique latine, en Équateur, dans des pays qui ne connaissaient pas ça il y a encore 10-15 ans, et maintenant en Europe, aux Pays-Bas, en Belgique. Donc, vous avez des acteurs qui, potentiellement, peuvent requérir les services de groupes criminels, puisqu'ils se sont eux-mêmes cartélisés. Donc ça, c'est un premier point, et c'est repris dans le document stratégique américain que je vous ai mentionné tout à l'heure. Et le deuxième point, et là, je vous laisse réfléchir là-dessus parce que j'en suis pas un expert, c'est et demain l'intelligence artificielle et la cybersécurité avec à gauche les problèmes et à droite les possibilités. Voilà, ça fait un joli SWOT entre les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités. Et c'est donc là-dessus que je vais m'arrêter parce que ça fait déjà une heure. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Cyril. Écoute, merci à toi. C'était très riche et très dense, et à la fois les propos étaient clairs. J'ai beaucoup aimé aussi les illustrations qui peuvent paraître un peu basiques avec les triangles, et tu vois bien le déplacement avec le temps des centres d'intérêt. Donc tu vois la maturation de la pensée politique au regard du risque que tu évoquais. On voit bien aussi que le volet par rapport au titre, finalement, la menace cyber au niveau étatique, elle est plutôt pour rester en dessous du seuil, plutôt jouer un peu au chat et à la souris, et pas y aller de façon massive, parce que si c'est pour y aller de façon massive, comme tu disais tout à l'heure, autant envoyer les missiles, c'est c'est quand même beaucoup plus efficace. Il y a pas mal de questions très intéressantes qui sont posées. Est-ce que tu as le temps d'en traiter quelques-unes à la volée? Je vais couper ta presse. La presse sera partagée au présent. J'ai juste oublié, après celle-ci. Ah oui, la bibliographie quand même. Toute bonne académique qui prétend l'être se dote d'une bibliographie. Voilà, donc vous l'avez. Et je pense qu'il n'y a pas le document stratégique américain, mais enfin ça, vous tapez Cyber Strategy 2023. Et puis Audrey l'a partagé dans le chat aussi, donc on fera une synthèse de tout ça. Je te propose de prendre quelques questions. On sent qu'il y a du niveau aussi dans la salle, sans mettre la pression. Il y avait des questions très pointues. Je te propose de les prendre à la volée, celle qui t'inspire, parce qu'il y a un sujet, forcément, il y a un sujet low-tech. Mais j'ai pas pris la première, en tout cas. Tu as la possibilité, tu as accès à ces questions-ci, questions. Je te laisse piocher, parce qu'en fait, on joue les arrêts de jeu, et en même temps, je dis ça, c'est le match de l'autre côté a repris, mais vous n'avez a priori rien raté en termes de but, même s'il y a pu avoir des actions. Il y a 0-0 ? Ouais, il y a 0-0 là. Ah oui, j'ai complètement oublié, mais merci d'être là malgré le match. Même si ça n'intéresse pas tout le monde, effectivement, il y a des gens que ça intéresse vraiment. Et puis toujours un moment de profiter éventuellement des terrasses
Et oui, on a complètement, c'est un truc que je vérifie systématiquement, on a complètement zappé, et toi et moi, cette partie-ci. Heureusement pour toi, sinon je serais pas là. Ben, je sais. Je sais. Non, je rigole. On prend 2-3 questions ou Oui, alors je démarrais par le bas et ouais. en fait il y en a une la première qui me frappe est celle de Sabrina Ludovic ou Ludovic Sabrina, je sais pas dans quel ordre il faut le mettre. Comment les entreprises et les gouvernements peuvent-ils se préparer de manière réaliste aux menaces décrites par la Cyberdoom Theory sans sombrer dans l'alarmisme et justifier l'augmentation de la surveillance et du contrôle gouvernemental? C'est absolument crucial, même s'il n'y a pas besoin de ça pour justifier le contrôle gouvernemental. Enfin, il y a tout un, peut-être vu ça il y a quelques jours, hein, mais il y a tout un sujet sur au niveau européen qui est poussé par Europol, qui est poussé par différents services de police sur la possibilité d'avoir des backdoors sur WhatsApp, sur les messageries chiffrées. La réaction de la patronne de la fondation Signal, qui a dit écoutez, si vous faites ça, on se casse, de l'Union européenne, qui avait déjà eu la même réaction au Royaume-Uni lorsque le gouvernement avait émis cette hypothèse. Ça revient régulièrement. Et donc, en fait, malheureusement, j'ai envie de dire, il n'y a pas besoin de ça pour que petit à petit, on vienne grignoter ces petits morceaux-là. Assez souvent, alors il y a un cartoon qui, moi, me plaît beaucoup, qui dit alors la surveillance, comment je vous la vends? Vous voulez protéger les enfants ou lutter contre le terrorisme? Et comment je vous emballe le cadeau? Donc, c'est un peu ça, je pense que cette question renvoie à ça. C'est une des critiques qui est effectivement opposée à la Cyberdoom rhétorique, de dire mais en fait la peur et la sidération entraînent des restrictions de liberté. C'est ce qu'on a observé en 20 ans de guerre contre le terrorisme. C'est que à chaque fois, enfin, il y a eu en France, il y a eu 10 lois de sécurité en 20 ans. Et ce qui est pris n'est jamais rendu en matière de liberté publique. Après, c'est un choix de société de savoir ce qu'on accepte ou ce qu'on n'accepte pas. Donc, on a le débat sur les drones, on a le débat sur etc. Donc c'est un vrai sujet. Je suis pas sûr que les gouvernements soient, puisqu'ils sont jugés partis, je suis pas sûr que les gouvernements soient les mieux placés pour s'auto-mettre des garde-fous. Très franchement, j'aurais pas confiance en quel que soit le gouvernement. Aussi parce que, encore une fois, vous êtes responsable. Souvenez-vous le Conseil d'État l'a rappelé, souvenez-vous de l'état d'urgence. On n'en est sorti que parce que ce qui était dans l'état d'urgence a été mis dans la loi ordinaire, quasiment. Sinon, politiquement, c'était trop risqué d'en sortir. François Hollande, et quand François Hollande, malheureusement, a évoqué cette idée plus de 6 mois après les attentats de novembre 2015, 2 jours après, il y a eu Nice. Et ça n'avait aucune forme de rapport avec l'état d'urgence, si vous voulez. Mais c'est pour dire que quand vous êtes responsable politique, c'est ceinture et bretelles. Et que mieux vaut trop que pas assez. Et vous allez trouver beaucoup de gens qui vous reprocheront de ne pas en avoir fait assez. Vous trouverez relativement peu de défenseurs des libertés publiques, comme, je sais pas, la Quadrature du Net, par exemple, pour dire, mais attendez, là, ce que vous nous faites, imaginez qu'un jour, un gouvernement moins bien disposé vis-à-vis des libertés publiques s'empare de ça. Imaginez que les préfets soient un petit peu borderline, publient des arrêtés qui sont trop tardifs pour être attaqués dans le tribunal administratif, utilisent des dispositifs pensés pour le terrorisme pour interdire des casserolades. Ça s'est fait. La France vient d'être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour avoir assigné à résidence des militants écologistes au moment de la COP 21 en utilisant des dispositifs de l'état d'urgence. D'accord? Donc ça s'est fait et ça veut dire que, et donc vous voyez que c'était pas le même gouvernement. Ça s'est fait et ça veut dire que je compterai pas sur le gouvernement là-dessus. Je compterai pas sur les entreprises parce qu'elles sont offreuses de solutions en la matière. Et donc, s'il y a des gens qui peuvent contrebalancer ça, c'est les juristes et la société civile. Mais c'est très difficile. Quand vous êtes dans un environnement où la peur prédomine, où l'angoisse, etc.,
c'est très difficile d'avoir le discours inverse. Qui a eu le courage en 2015-16, début 2016, de dire écoutez, l'état d'urgence, ça sert plus à rien. Tout le monde le savait. Dans les auditions parlementaires, les policiers disaient théoriquement, ça sert plus à rien. Nous, on s'en sert pour faire d'autres choses, mais ce qu'on avait à faire par rapport au terrorisme, dans les 10 jours qui ont suivi, on l'a fait. Mais personne n'a eu... C'était inaudible. Et donc, le vrai sujet, c'est ça, c'est que c'est inaudible et que les rares qui le font vont être ultra minoritaires. Et si jamais un jour quelque chose se passe, on leur dira « Haha, vous voyez, vous vouliez pas faire ça, vous vouliez pas de ce dispositif de surveillance. Moyennant quoi, nos entreprises n'ont pas pu développer les dernières technologies NEC plus ultra, donc on est obligé de se fournir ailleurs parce qu'on va le faire quand même. Truc de reconnaissance faciale, truc de surveillance algorithmique, etc. Et en plus de ça, vous nous mettez en danger, que ce soit vrai ou pas, mais vous nous mettez en danger. Donc très très difficile de répondre à ça, mais quoi qu'il arrive, je ne compterai pas sur les gouvernements quels qu'ils soient pour le faire. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que la cyber n'est pas prise au sérieux malgré les différentes recommandations de l'ANSSI? Parce que ça touche pas assez de monde, ou parce que parce que trop d'entreprises. Alors au niveau individuel, c'est vraiment très difficile. Je veux dire, vous êtes spammé tous les jours parce que vos données sont parties je sais pas où et que votre numéro de téléphone traîne partout. Qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous recevez un mail de France Travail qui vous dit que France Travail s'est fait poutrer et donc vos données sont dans la nature? Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est pas à votre niveau que ça se joue, première chose. Deuxièmement, sur la conscience et les moyens, il y a vraiment l'idée que quand vous êtes un petit, vous vous dites, mais moi, j'intéresse personne. Je suis pas stratégique. Vous êtes cette boîte qui est assez connue parce que son dirigeant a fait beaucoup de communication, mais vous êtes Lise Charmel. Lise Charmel, ça fait du prêt-à-porter féminin. C'est en train de mettre la clé sous la porte où peu s'en faut, parce qu'il se relève pas d'une cyberattaque. En même temps, vous êtes un fabricant de prêt-à-porter féminin. À aucun moment vous vous dites je devrais investir, parce que c'est un investissement. Enfin, c'est-à-dire, c'est vu comme un coût et ce n'est pas vu comme un investissement, parce qu'on ne voit pas le retour sur investissement. La grosse difficulté, c'est que même si vous investissez, vous pouvez quand même être victime d'une cyberattaque. Même les boîtes dont c'est le métier, comme FireEye, hein, qui a fini par repérer SolarWinds, mais initialement, c'est quand même, eux aussi avaient subi une attaque, même ou Soprasteria, si même ces boîtes-là sont attaquables, alors, au fait, vous ne pouvez pas démontrer que qu'il y a un retour sur investissement. Et ça, quand vous êtes dans une décision business, ou quand vous êtes une petite boîte qui n'a pas beaucoup de moyens, ou quand vous êtes une collectivité locale, ou quand vous êtes un hôpital avec un budget à flux tendu, parce que vous connaissez la situation de l'hôpital depuis 20 à 25 ans où on renie sur absolument tout, vous ne pouvez pas venir expliquer du jour au lendemain que, en fait, votre budget informatique, qui était complètement hors scope, parce que votre sujet quand vous investissez à l'hôpital, c'est que vous investissez dans des machines. Et vous ne pensez pas du tout au fait que cette machine-là, elle soit cybersécurisée by design. Et donc, c'est vraiment la dernière roue du carrosse. Ce qui veut dire qu'il y a une nécessité de rattrapage colossale. Et c'est pareil dans les collectivités locales, avec l'autre sujet qui est, on n'a pas la ressource humaine. On n'a pas les gens qui savent faire. Ou on les paye pas assez bien parce qu'après, dans la fonction publique, il y a le sujet des salaires. Et donc, quand vous êtes ingénieur en cybersécurité, il faut vraiment que vous ayez la foi dans le service public pour rester. Si une entreprise privée de taille intéressante vous propose nettement plus en conditions de travail et en considération au niveau décisionnel. Ça, c'est d'expérience d'anciens auditeurs qui étaient RSSI dans des régions ou dans des métropoles, qui disaient, mais moi, personne m'écoute. Il va se passer un truc, je sais qu'il va se passer un truc, j'ai écrit noir sur blanc ce qu'il faudrait faire pour ne pas que ça arrive, ça va se produire. Et le jour où ça se produira, ce sera pour ma pomme. Bon. Donc, il y a vraiment l'idée que on n'a pas de sous. Quand on est petit, on n'a pas de sous. De toute façon, c'est pas nous la cible. Et il y a un mal fou à démontrer, et puis ça peut pas être démontré, hein, que cet investissement est rentable. Tout ce que vous pouvez dire, c'est j'ai pas subi de cyberattaque.
Sauf que si vous investissez et que vous en subissez une, vous allez considérer que cet investissement n'a servi à rien. Ce qui est peut-être pas vrai. Ce qui est peut-être pas vrai du tout, parce que peut-être que ça a amoindri l'attaque, peut-être que ça l'a retardé, peut-être que ça vous a permis de la détecter plus tôt, etc., etc. Ou peut-être que ça vous a permis d'avoir les bons réflexes pour contacter les bonnes personnes, etc., etc. Mais il y a tout ça. Donc il y a le problème des moyens, il y a le problème des ressources humaines, et il y a le fait qu'on se sente pas concerné. Et ça, c'est un discours dans beaucoup de PME. On n'est pas concerné. Et donc, l'intérêt de Nice 2 et l'intérêt de figurer dans une supply chain stratégique, c'est que théoriquement, vous êtes traité par le gros là-haut. Vous êtes traité par Airbus, vous êtes traité par Thales. Si vous êtes dans la supply chain niveau 1, 2, 3, vous allez être traité, vous allez avoir des obligations par rapport à ça. Et donc, ça devient un argument de marché. Mais bon, si vous êtes, j'ai un autre exemple en tête, un centre de thalassothérapie. Vous êtes un centre de thalassothérapie, enfin, il n'y a aucune conscience. Et parce qu'il y a l'idée que si vous êtes attaqué, c'est que vous êtes ciblé. Or, pas du tout. C'est vraiment un filet, enfin, comme vous savez très bien, vous savez que moi, hein, c'est un filet, et puis on prend ce qu'il trouve. Et puis, sur 20, sur 100, sur 500, il y en a peut-être 2 ou 3 qui vont payer, et puis ça suffit. Donc, il y a vraiment cette idée à déconstruire que c'est nous, puisque nous sommes tout petits et que nous ne sommes pas stratégiques, on ne sera pas ciblés. Ça se passe pas du tout comme ça. Et la dernière chose, c'est la honte. En fait, pour que la cybersécurité soit un sport collectif, il faut cesser d'avoir honte d'avoir été attaqué. Or, la difficulté, et ça c'est quelque chose qui apparaît dans les exercices, la difficulté, dans l'exercice de gestion de crise, dans les entraînements, etc., l'une des difficultés dont on ne se rend pas compte quand on est dirigeant d'entreprise, c'est que non seulement vous êtes victime d'une cyberattaque, mais que en plus, si ça sort dans la presse, machin, enfin selon votre profil, en fait, vous allez être retenu comme coupable de ne pas en avoir fait assez. Et ça, c'est délétère. Si on considère que la cybersécurité est un jeu collectif, que vous devez être transparent, que vous devez communiquer comme il faut, que vous devez dire à l'ANSSI, si c'est l'ANSSI qui s'en occupe, très exactement ce qui vous est arrivé, quand vous l'avez repéré, etc. La CNIL, pareil. Mais si vous avez le sentiment que c'est un peu honteux, que vous allez perdre votre réputation, vos commandes, je sais pas quoi, machin, vous allez faire traîner des choses, vous allez mentir, etc., etc. Et donc, ce faisant, on remonte pas les informations techniques qui pourraient pas permettre à d'autres de se protéger. Donc, il y a aussi tout ce travail psychologique à faire, collectif à faire sur c'est pas honteux, il faut vraiment être transparent par rapport à ça. Donc voilà, les ressources humaines, le fait qu'on peut pas démontrer l'investissement, le fait qu'on ne pense pas être cible soi-même, et que alors dans une collectivité, dans un hôpital, enfin franchement, allez débloquer les budgets pour ça. Allez débloquer les budgets pour ça, allez trouver des gens qui sont compétents pour ça. C'est extrêmement difficile. Vu le niveau duquel on part. Enfin, dans les hôpitaux, c'est un truc de très très longue haleine. Donc on prie pour pas être le prochain. Et comme disait Guillaume Poupard, l'important pour l'antilope n'est pas de courir plus vite que le lion, c'est de courir plus vite que les autres antilopes. Voilà, ça je vous la donne pour vos éventuels examens, si vous en avez. Alors, dans l'hypothèse d'un cyberport avec des conséquences systémiques critiques, existe-t-il des plans B ou déjà des plans clairement définis? Quelles sont les hypothèses d'attaque? Si j'avais la réponse à cette question, je vous la donnerais pas, mais je vais juste dire, j'ose espérer que ça existe. J'ose espérer que tous les plans depuis X années pour être résilients se traduisent par des choses concrètes, et que si jamais, par malheur, quelque chose se produit pendant les jeux ou n'importe quand sur la flotte, l'électricité ou je sais pas quoi, j'ose espérer que ça n'aurait pas des conséquences systémiques. Maintenant, quoi précisément, je sais pas le dire. On n'oublie pas que parfois le diable est dans les détails et que si on en croit les investigations poussées qui ont été faites par la presse à ce moment-là, quand on s'est demandé mais où est passé le milliard de masques, la doctrine avait évolué via un document du SGDSN qui disait ce n'est plus à l'État de prendre ça en charge, c'est aux régions et aux entreprises elles-mêmes. Tout le monde a oublié ça, personne ne l'a remarqué, moyennant quoi, le jour où il y avait besoin de masques, il n'y en avait plus.
Donc parfois, l'IA est dans les détails. Néanmoins, j'ai pas d'informations là-dessus, parce que je suis pas au niveau de classification pour avoir ces informations-là, et donc si je les avais, je les avais pas, mais j'ose croire que oui. La dépendance croissante aux satellites pour les communications, quoi, l'évaluation, je pense, ah, disons, elle est pas simple, celle-là. De Givatech. Ah, Sabrina Ludovic, c'est du costaud, hein. Merci, Ludovic, Sabrina, je sais pas. Bon, mais ok, c'est du costaud. Pour les communications et navigation, c'est la stratégie cyberdéfense. Alors, la première partie, la France estime qu'il est très important d'avoir, d'une part, ses propres capacités de renseignement au niveau spatial, d'avoir des acteurs qui peuvent, comme Preligens, qui vient d'être acheté par Safran, qui sont capables de fournir en tant que tel, de façon souveraine, du renseignement à la DRM, Direction du renseignement militaire, peut-être pas que, hein, notamment. Et alors, elle est intéressante cette question parce que là, vous avez le tout début de l'intrigue du livre La flotte fantôme. Ça commence là-haut. Et donc là aussi, il y a ce qu'on imagine. Enfin, on est vraiment là-dedans. Il y a ce qu'on imagine, et puis il y a ce que raisonnablement on observe sur les attaques, etc. C'est ça. J'ai pas forcément de réponse définitive face à ça. Et alors, juste un truc sur Musk, c'est que faut se souvenir de la façon dont un certain nombre de responsables européens de politique spatiale européenne considéraient Musk et SpaceX il y a seulement 10 ans, avec beaucoup de dédain, de mépris, etc. Ça dit une chose qui est, primo, la commande publique américaine peut faire décoller des boîtes, ce qu'on n'a pas, clairement. Deuxio, que notre modèle, Airbus, gros lanceur, machin, peut-être que il y a à revoir. Il y a à revoir avec la difficulté qu'il y a plusieurs acteurs et que c'est pas toujours facile de les mettre d'accord entre les Espagnols, les Italiens, etc. Et le sujet, alors à mon sens, il y a deux sujets. Je suis pas spécialiste de l'espace, hein, on s'en fout. Mais il y a un premier sujet qui est, à mon sens, l'encombrement. Enfin, physiquement, l'encombrement sur la basse orbite du nombre de satellites. Et deuxièmement, oui, la privatisation et le rôle des entreprises publiques et la dépendance qui peut être la nôtre vis-à-vis de telle ou telle entreprise publique et non plus d'État avec lequel vous pouviez faire une forme d'alliance. C'est pas pareil d'être... Et d'ailleurs, les Ukrainiens s'en sont aperçus eux-mêmes quand Elon Musk a assumé d'avoir coupé Starlink pour empêcher une attaque ukrainienne sur la Crimée. Faut quand même réfléchir à ce que ça veut dire, ça. Un patron privé d'une entreprise qui a permis aux Ukrainiens et qui permet aux Ukrainiens d'avoir de la connexion quand les Russes ont tout tapé physiquement, pas par des cyberattaques. Mais lui a pris la décision et donc par sa décision a coupé la connexion pour empêcher une attaque. Donc ça pose de très très graves questions en effet, et ça rend de dépendance non plus vis-à-vis d'État, mais vis-à-vis d'entreprises privées, même quand elles sont de chez vous. Elon Musk est quelqu'un qui a beaucoup d'intérêt en Chine. Je ne mettrai pas ma main à couper, je tiens mes mains, je ne mettrai pas ma main à couper que Elon Musk et ses compagnies feront absolument toujours ce que le Pentagone lui demandera. Donc, la souveraineté parfaite, ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, le sujet, c'est de quoi on accepte d'être dépendant, de qui on accepte d'être dépendant. Être dépendant de Musk, c'est une forme de risque, parce que c'est quelqu'un qui a un agenda politique.
c'est quelqu'un qui a un agenda idéologique, c'est quelqu'un qui voit beaucoup plus loin que le business de l'espace, le business de la bagnole, je sais pas quoi. Donc ça appelle à des réponses européennes, à la fois au niveau purement des lanceurs et des machins, et une réponse plus large sur nos dépendances. Et pas seulement aux satellites, mais à tout le reste. Enfin, nos dépendances. Et ça, c'est une réflexion qu'on a commencé à avoir sous ce mandat de la commission qui vient de s'achever, parce que l'Ukraine, parce que le Covid. Et on a fini par arrêter d'être stupide et de considérer que le marché prévoit tout. Et on a fait la liste de ceux envers quoi on était totalement dépendant et dont il fallait sortir. Ça, c'est un des chantiers majeurs sur lequel Thierry Breton a beaucoup avancé. Alors, comment on peut, à notre échelle, participer efficacement et facilement à la cybersécurité de notre territoire? Ça, c'est une bonne question. C'est une question sur laquelle le comité 3 de l'actuel majeur qui vient de s'achever a réfléchi, avec deux grandes pistes de réponse qui étaient, au fond, d'être capable de coordonner à minima. Alors, coordonner, c'est facile de le dire, c'est difficile de le faire. Mais disons, de savoir cartographier et compter sur les ressources humaines et techniques qu'on pouvait mettre en œuvre en cas de besoin. Ça passe par les réserves, ça passe par les gens que les entreprises du secteur peuvent mobiliser à un moment donné, Orange Cyberdéfense, des acteurs plus petits. Donc ça passe par la capacité de mobilisation de ces gens-là s'il y a besoin. Ce qui signifie encore une fois que la cybersécurité est un sport collectif et que ça ne marche que si on est tous dans l'état d'esprit que s'il arrive quelque chose de grave, on est tous concernés. Donc les capacités ne sont pas décorrélées de l'état d'esprit. C'est très important. Donc ça, c'est la première chose sur vraiment les gens sur qui on peut compter. Et puis la deuxième chose, c'est, alors là, ce sont en quelque sorte le grand public. Il se trouve que malgré tout, le sujet est sorti du cercle des spécialistes. Quand vous commencez à avoir envoyé spécial, complément d'enquête, je regarde plus trop la télé, hein, mais quand vous commencez à avoir des sujets comme ça à la télé, parce que nous sommes touchés, parce qu'on a les spams, on a les arnaques diverses et variées, la pédophilie. Vous avez tous reçu des mails qui sont des convocations du général Rodriguez à la gendarmerie parce que, etc., etc. Vous avez tous reçu ça. Donc, à un moment donné, il y a la nécessité de faire cette pédagogie-là au grand public. Alors pour ça, il y a quelque chose qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr. Il y a des relais comme ça. On peut faire mieux et ça participe de la lutte contre l'électronisme. On peut faire mieux, on peut faire à l'échelle des mairies, enfin des communes, on peut faire des ateliers de sensibilisation, on peut faire des ateliers de comment on se sert de tel ou tel service aujourd'hui numérisé, parce que c'est pas natif, quoi. On peut faire ces choses-là pour que, à minima, en effet, l'antilope court plus vite que l'antilope, donc l'autre antilope, ça veut dire à minima qu'on soit conscient que il faut pas cliquer. Si on est à ce niveau-là, il faut pas cliquer. Vous recevez un SMS qui vous dit que votre colis est arrivé, vous cliquez pas. Et mieux encore, vous transférez ce SMS au je sais plus quel numéro, 33 700, qui va le répertorier dans une base. Vous avez quelque chose Orange Cyberdéfense vient de sortir quelque chose qui vous rentrez ça dans des bases et ça vous indique automatiquement si c'est du spam, si c'est pas du spam, etc., etc. Donc il y a ces campagnes-là à mener de la part des acteurs publics, de la part des entreprises. À l'école, vous avez le PIX, hein, c'est ça, une espèce de l'éducation aux médias, d'éducation au cyber, ce genre de trucs. Mais c'est aussi aux entreprises de le faire. Et donc, dans les entreprises, vous avez des tests comme ça. On fait des mails qui disent, avec une pièce jointe, et on regarde combien a cliqué, et après, ça donne lieu à des sensibilisations. Mais tout ça doit se faire, ce qui est important là-dedans, c'est l'état d'esprit. Tout ça doit se faire dans un état d'esprit qui est
bienveillant et empathique parce que ça arrive à tout le monde de cliquer. Et le fait est que quand il se passe ça dans les entreprises, les patrons cliquent. Même les gens des SI, parfois, cliquent. Donc ça peut arriver à tout le monde. Et donc l'enjeu, c'est qu'on fait ça, mais on fait ça pour la bonne cause, on fait ça pour sensibiliser, on fait pas ça pour culpabiliser les gens. Et ça, c'est pas toujours évident à sentir, mais au moins, si vous êtes une boîte et que vous faites faire ce test-là et que vous apercevez que 75% de vos gars ont cliqué sur le lien, vous avez un problème à ce niveau-là. Donc tout ça, ça engage tous les acteurs. Voilà. Je vais pas. Décidément, Sabrina Ludovic. Je suis pas sûr d'être assez fortiche. Il faudrait faire venir quelqu'un du ComCyber sur l'utilisation de drones et de robots face aux menaces potentielles de cyberattaques. Là, je vais utiliser une forme de joker parce que j'ai pas suffisamment de billes pour être pertinent là-dessus. Et puis les 19h40 et je suppose que, cher Cyril, on va devoir se quitter très bientôt. En tout cas, moi, je vais devoir partir de là parce qu'ils vont fermer la porte en bas. Donc, je vais devoir vous quitter, non sans vous avoir remercié pour votre intérêt et vos questions, mais vous êtes toutes pardonnées ou tout pardonné, Sabrina Ludovic. Merci beaucoup. Pour faire un bon match de tennis, il faut qu'il y ait 2 joueurs et un deuxième d'un bon niveau et pour envoyer les balles. Et en fait, avec le public, tu l'as vu, il y a beaucoup de... 1-0 pour la France. Pardon. Merci Audrey. 1-0 pour la France. Ouais, je t'ai pas interrompu pendant le foot, mais pendant le tennis, tu vois qu'il y avait beaucoup de répondants du côté du public. Et d'ailleurs, là, tu vois, en général, on finit plus tôt. Et donc, ce sera probablement l'épisode le plus long de la saison. Je suis toujours très long. Je suis désolé. Oui, mais quand c'est intéressant, c'est bien. Et honnêtement, on a 2 focales, quoi, finalement, une première partie avec la trame que tu avais préparée, et puis les questions, finalement, une conférence dans la conférence, et montre aussi combien le sujet est passionnant et pas uniquement technique, et aussi humain. Vraiment, merci à toi. Il y a eu, alors Audrey a eu la bonne idée de repartager parce qu'on fait une réunion d'information à notre modeste niveau sur jeudi midi sur un titre professionnel d'administration des infrastructures sécurisées. Donc c'est un bac plus 3-4 et c'est la première étape en fait dans la maîtrise des outils aussi, parce que c'est à la fois de l'outil et la politique. Tu nous as beaucoup illustré le volet politique aujourd'hui. Donc nous, de notre côté, on fait aussi un peu de technique. Merci beaucoup parce je pense qu'on a aussi de la piste pour des pistes pour d'autres conférences dans la conférence. Merci pour la dispo et l'implication. C'était un très très bon moment. Et je pense que vous pouvez vous précipiter pour voir la fin du match parce qu'on est à la 83e minute alors que la Pologne vient d'égaliser. Ah merde. Et voilà. Si jamais le football vous intéresse, dans ma première vie balkanique, ma thèse portait sur le foot et la guerre en Yougoslavie. Et donc, je suis l'auteur d'un livre tout à fait remarquable et grand public qui s'intitule « Le football dans le chaos yougoslave ». Je pense qu'on va devoir l'offrir à Sabrina. Voilà. Ça paraît obligé. Voilà, je la glisse comme ça. Bon, il est sorti il y a suffisamment longtemps pour que je ne touche plus des milliers des cents en termes de droits d'auteur. Ça ne changera pas la face du monde. Mais vous pouvez le commander chez votre libraire, bien entendu. Voilà, je m'en serais voulu de ne pas le mentionner un soir de match. Ouais, je l'avais fait en filigrane dans mes premières invitations, mais c'est à propos. Merci beaucoup, merci à tous, à la semaine prochaine. Merci pour votre invitation. Bonne continuation à vous.